présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Jean-François Copé, nous sommes ravis avec Mickaël de vous accueillir, évidemment, pour ce quart d'heure de commentaires. Alors évidemment, il y a les questions de fond, il y a les conclusions qu'on peut en tirer sur le plan politique, et puisque ça peut peut-être vous concerner pour les années qui viennent, il y a quand même une certaine forme de violence qui a rôdé dans ce débat, vous les en avez beaucoup vus, j'en ai arbitré un. On a quand même le sentiment que cette violence était assez inhabituelle. Est-ce que c'est ce que vous avez aussi ressenti? Non, je n'utiliserai pas ce mot, je pense qu'il y avait de la tension. Mais c'est normal. C'est normal d'abord parce que une élection présidentielle, c'est la confrontation entre deux projets, mais aussi deux tempéraments, et puis deux parcours aussi. Hein. Ce sont deux hommes qui, incontestablement, ont chacun une histoire différente par rapport à la France, hein, et par rapport à leur engagement. Et à ce moment précis, à quelques encablures du choix décisif par les Français, c'est normal qu'il y ait de la tension. C'est humain. Bon. Il y a eu des mots très Pilate, forts, oui, petit calomniateur. Oui, mais pourquoi il y a eu ces mots? Il y a eu ces mots parce que, vous l'avez compris... L'obsession du mensonge des deux côtés, d'ailleurs. Oui, enfin, des deux côtés. Vous l'avez compris, nous, depuis le début, aux côtés de Nicolas Sarkozy, nous voulons dénoncer ce que nous considérons comme une imposture intellectuelle de la part de François Hollande et des socialistes. Et depuis le début, l'objectif a été de débusquer ce quadruple langage qu'il a pratiqué depuis le début. C'est-à-dire que, en réalité, lorsque l'on prend, et c'est ça l'enseignement de ce débat, lorsque l'on prend chacune des grandes questions, depuis la question de la réduction du déficit budgétaire qui est vitale pour le pays, la règle d'or, en passant par la question de l'immigration, sans oublier l'énergie, avec la question majeure du nucléaire, ou bien encore le droit de vote des étrangers, sur chacune de ces questions, Nicolas Sarkozy a poussé François Hollande au plus loin de ses retranchements, au point que François Hollande, en réalité, a, sur ces questions essentielles, vacillé. Alors comment est-ce qu'il l'a compensé? Il l'a compensé par une espèce d'agressivité. Et forcément, ça permettait à chaque fois à Nicolas Sarkozy de dire là, vous mentez. Mickaël Zamès. Sur François Copé, vous diriez ce matin qu'il y a un moment clé que vous garderez, comme à chaque fois dans l'histoire, il y a toujours une petite phrase, un moment. Écoutez, il y en a eu plusieurs, mais il y a en tout cas, de mon point de vue, un ou deux moments où Nicolas Sarkozy a été d'abord l'homme qu'il est, et si je puis dire l'homme d'État, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments de flamme très forts. Je pense en particulier à sa conclusion, qui était paradoxalement très différente de celle de François Hollande. On sentait qu'il y avait un moment d'authenticité et de vérité dans le message de Nicolas Sarkozy qui était très très fort. Bon. Puis il y a eu un autre moment qui était assez tragicomique, c'est cette espèce de tirade de Hollande qui pendant, je ne sais pas combien de temps, un temps interminable, Moi, président. 18 fois, moi président de la République, voilà. Moi président de la République, je. Et c'est vrai que je regardais ça avec un certain nombre de jeunes, puisqu'il y avait 200 jeunes qui étaient à l'UMP avec moi et toute notre équipe, et on regardait ça, et à chaque fois c'est vrai que les gens rigolaient, quoi. C'était ridicule, quoi. On a beaucoup entendu parler de ce mot. Donc pour les guignols, c'est une rente, enfin, ça je pense. Au début de ce débat, on a beaucoup entendu parler du mot rassemblement. Il a beaucoup été question de rassemblement, et pourtant Nicolas Sarkozy, tout au long de sa campagne, a très peu parlé de ce mot rassemblement comparé à François Hollande. Ah, je suis pas d'accord avec vous. On n'a pas dû assister au même meeting, parce que justement l'un des piliers du discours de Nicolas Sarkozy, c'était celui-là. C'était quoi? En gros, la philosophie de Nicolas Sarkozy, ce qu'il a voulu présenter aux Français, et nous avec lui, c'est de dire, voilà, nous sommes en train de changer d'époque, en fait. On ne gère pas simplement une crise, on est en train de changer d'époque, de changer de siècle. Et par rapport à cela, il y a en réalité trois mots-clés. Le premier de ces mots-clés, c'est le mot de courage. Le second, c'est le mot de perception du monde, perception de la réalité du monde. Et le troisième, c'est le rassemblement, parce qu'on ne peut pas réussir dans cette période troublée si on n'est pas rassemblé. Et chacune de ces trois thématiques était en fait, on la retrouvait dans les grandes propositions. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que là il y a les questions politiques, puisque là maintenant on parle du débat dans son ensemble, mais que ce que vous avez entendu hier peut faire bouger les reports de voix du Front National, et en tout cas appeler François Bayrou cet après-midi à se prononcer pour Nicolas Sarkozy? Moi, c'est quand même ça les deux questions de ce matin. Je pense, pour battre la campagne beaucoup depuis des mois dans toute la France, et y compris dans ma circonscription de Meaux, je pense que les candidats sont de moins en moins propriétaires de leur voix.
Je pense Volatilité. je pense qu'au premier tour, on vote parce qu'on a trouvé qu'il y en avait un qui avait une impulsion, qui avait un cri de colère, une indignation, ou qui au contraire incarnait tel ou tel élément de modération. Le deuxième tour, là, il s'agit véritablement de déterminer celui qui va commander au destiné de pays. Mon sentiment Donc la est réponse que ni François Bayrou, ni Marine Le Pen, d'ailleurs, quelles que soient les consignes de vote que l'un ou l'autre peut donner, n'a véritablement d'influence sur ses électeurs. Je Mais ne il y le a crois pas. clairement eu un appel Après, de Nicolas Sarkozy hier soir pour les votes de Marine LePen. oui, mais c'est pas la même chose. et les électeurs Que de Nicolas François Bayrou. Sarkozy s'adresse aux Françaises et aux Français qui n'ont pas voté pour lui au premier tour, ça me paraît assez logique. Mais vous voyez, alors après, on peut ensuite lire les déclarations des autres candidats. Quand Marine Le Pen appelle à voter blanc, tout le monde sait qu'en fait, elle rêve que François Hollande soit élu parce que Marine Le Pen, elle est dans une alliance objective PS-FN, comme François Hollande dans la droite ligne de Mitterrand est dans l'alliance Et François objective Bayrou FN-PS, voilà. Quant Et à François François Bayrou, je ne sais pas. Je suis objectivement incapable de vous dire ce qui Ça changerait fera. quelque chose, son appel? Bah, je viens de vous dire que de mon point de vue, cela peut avoir toujours une influence, bien sûr, auprès des plus proches, mais mon sentiment est que les Français rebattent les cartes entre le premier et le deuxième tour. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en essayant de déstabiliser François Hollande, au fond, le président de la République n'a peut-être pas mis totalement en valeur le choix de société qui peut-être était l'argument massu pour les électeurs de droite? Oh, ben ça, écoutez, on le verra dimanche, c'est difficile de répondre à ça. En plus, c'était vraiment hier soir, donc c'est encore à chaud. Mon J'ai sentiment. écouté Éric Zemmour, l'un de nos confrères chez nos confrères Oui, ce oui, matin, oui. dire Oui, oui. finalement... Je l'ai écouté aussi. Mais voilà. si vous voulez, c'est normal que vous voyez en tant que journaliste et commentateur de la vie politique, ou nous-mêmes d'ailleurs, responsables politiques, nous voyons ça comme un match. Ah, il a plié un tel, il a gagné, il a perdu. Bon. Mais je me mets à la place de celui qui veut vraiment Non, justement, bloquer là, sa je parlais soirée. des grands enjeux. Voilà, exactement. Qui se met devant sa télé, parce que là, il veut vraiment faire son choix. À travers les deux personnalités d'hier soir, objectivement, mon sentiment est qu'il ne peut pas se tromper, ça c'est clair, mais je dirais au-delà de ça, il y a de telles différences dans la connaissance des dossiers, dans l'expérience, dans la solidité, dans l'aptitude à prendre des décisions difficiles entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, que pour moi ce débat était très révélateur. Vous avez toujours été extrêmement franc concernant 2017, annonçant votre intérêt. Prenons l'hypothèse que le président de la République ne gagne pas cette élection. Est-ce qu'à partir de lundi matin, les législatives, comme la prochaine présidentielle, ce sera l'aventure de Jean-François Copé? Écoutez, Guillaume Durand, je ne me suis jamais, depuis le début de cette campagne, projeté au-delà du 6 mai, à aucun moment. Vous le savez, je me suis donné à fond et j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir la responsabilité d'animer l'UMP durant 18 mois. Nous avons fait, avec des milliers de militants dans toute la France, une campagne fantastique. Elle se prolonge d'ailleurs aujourd'hui même à Toulon pour Nicolas Sarkozy, pour moi-même à Bordeaux. Et à aucun moment, je n'ai parlé de l'après-6 mai. Viendra le temps de le faire, mais dans mon esprit, ça ne peut être que dans une perspective de victoire, parce que la dynamique, elle est formidable. Ce soir à Bordeaux, où je me trouverai avec Alain Juppé et François Fillon, ensemble, nous le redirons une nouvelle fois. Jean-François Copé, vous parlez quand même de l'après-6 mai. Dans une interview Michael hier, Zamès. au Figaro, vous avez dit que vous proposerez de créer des mouvements au sein de l'UMP. Bien sûr. Donc ça, c'est pour l'après-6 mai, on Oui. a bien compris. Est-ce que c'est pas annoncer déjà l'échec de l'UMP tel qu'elle existait pas aujourd'hui? Ah non, c'est tout l'inverse. D'ailleurs, Pourquoi créer des mouvements alors? mais tout simplement parce que je pense qu'il faut écrire une nouvelle étape dans l'histoire. Donc ça n'a pas fonctionné, c'est ça? Mais non, ne dites pas cela. C'est un jeune parti politique, l'UMP. Rappelez-vous que ça a été créé il y a moins de 10 ans sur les décombres du drame absolu qu'était le RPR et l'UDF, c'est-à-dire des hommes politiques qui, en réalité, passaient plus de temps entre le RPR et l'UDF à se taper dessus qu'à s'occuper de la gauche. C'est ce qui a valu 14 années de mitterrandisme. Bon. Et puis, dans leur sagesse, les mêmes, à l'époque de Jacques Chirac d'ailleurs, mais aussi de Pierre Méhaignerie, de Jean-Pierre Raffarin, de Nicolas Sarkozy, on dit stop, et d'Alain Juppé bien sûr, qui en a été le premier président, on dit stop, faisons comme en Europe, comme ailleurs en Europe, un grand parti de droite et de centre-droit. Était prévu dans les statuts que soit intégrée la meilleure prise en compte possible des sensibilités libérales, radicales, humanistes, droite populaire qui est née depuis. Bien, mon idée, c'est d'appliquer cette partie-là des statuts en permettant à l'intérieur de l'UMP, c'est-à-dire c'est toute l'originalité, que ces sensibilités fassent un travail qui, à mes yeux, est essentiel, qui est un travail d'aggiornamento idéologique, parce que cette campagne nous a donné tellement d'enseignements importants sur ce que pensent les Français, que ma conviction est que, dans la foulée de l'élection de Nicolas Sarkozy pour ce deuxième mandat, nous puissions aller encore plus loin dans cette expression. Et c'est aussi quelque part, excusez-moi d'insister, mais d'anticiper au cas où il y ait une défaite de Nicolas Sarkozy, une explosion de l'UMP.
Enfin, écoutez, je m'excuse, mais c'est pas du tout mon état d'esprit, puisque je n'ai jamais. C'est un peu interprété comme ça par d'autres aussi, au sein de l'UMP. Mais c'est humain que tel ou tel fasse des commentaires. Ça n'a aucune importance. Ce que je note, c'est que cette demande de créer ces sensibilités, ces mouvements au sein de l'UMP, libéraux, etc., est demandée depuis très longtemps. Mon ami Hervé Novelli, avec lequel je travaille depuis des mois et des mois à l'UMP, me l'a bien souvent demandé, comme Marc-Philippe Daubresse pour les centristes, comme Jean-Pierre Raffarin en tant que vice-président, que président du Conseil national de l'UMP, comme beaucoup d'autres. Donc cette idée, c'est quoi? Et d'ailleurs, même Alain Juppé, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, trouvait que c'était très intéressant. Quelle est l'idée derrière? C'est que nous incarnions vraiment ce travail de réflexion programmatique, parce que la France bouge, le monde bouge, et qu'il faut en permanence privilégier les idées sur les petites phrases et la langue de bois qui est grotesque et qui n'intéresse personne. Et c'est en cela, bien sûr que chacun fait ses commentaires, mais je note moi que très vite... Il y en a eu des commentaires, très vite, oui, mais très positifs. Regardez comment... Mais bien sûr, non mais attendez, pardon, je comprends, vous m'interrogez, il faut que vous trouviez la petite phrase, mais je vous assure... Non, ça jusque-là, hier, nous avons eu... d'autres députés... non, vous avez eu Xavier Bertrand, point. Excusez-moi. Pardon, je ne veux pas être désagréable. C'est important quand même. Mais c'est très important. Mais à côté de ça, vous avez eu, mais vous ne me le citez pas, des personnalités aussi diverses que Christian Estrosi, qui est le maire d'une très grande ville, qui a créé une métropole très importante à Nice, qui a dit mais c'est formidable qu'on puisse avoir cette réflexion. Jean-Pierre Raffarin lui-même, Marc Laffineur, Jean Leonetti est intéressé aussi. Enfin, je peux vous citer des dizaines de députés. Même Thierry Mariani m'a dit que c'était quelque chose qui l'intéressait. Je trouve que c'est passionnant de pouvoir consolider le projet de Nicolas Sarkozy, et vraiment on fait tout pour que cela soit la mise en œuvre du deuxième quinquennat du président, avec une famille politique qui ainsi incarne à la fois la respiration, l'innovation, les idées nouvelles et surtout le courage. Et peut-être aussi le Front National. Parce qu'au fond, la question se posera pour les générations à droite, si c'est votre cas, de la même manière. C'est-à-dire que si vous élargissez à l'intérieur de l'UMP les sensibilités, il va bien falloir qu'il y ait effectivement un centre et une droite, comme il existe actuellement une droite populaire. Ah mais excusez-moi, ça n'a rien à voir. Pourquoi me parlez-vous du Front National, le Front National? Non mais globalement, je parle des électeurs. Non mais du Guillaume Front Durand, National. attendez, que les choses soient très très claires. Il n'y aura jamais d'alliance électorale avec le Front Je National. parlais des électeurs, là. Ah mais attendez, les électeurs c'est tout à fait différent. Les électeurs... Mais quand vous faites des sensibilités, c'est probablement avec l'intention de récupérer à l'intérieur de l'UMP... Mais attendez, parlons, excusez-moi, parce que là c'est important que les choses soient très claires. Je suis d'un côté, oui, mais je vais l'être tout autant que vous pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté. Nous n'avons jamais, et nous ne ferons jamais d'alliance électorale avec le Front National. Nous n'aurons jamais de discussion avec les leaders du Front National. En revanche, et c'est absolument essentiel, nous devons parler de tous les sujets qui intéressent les Français, quel que soit leur vote. Parler d'immigration, parler de sécurité, parler de réduction du déficit budgétaire, c'est une obligation pour les dirigeants de l'UMP que de porter des propositions concrètes là-dessus, car chacun sait que ce n'est pas l'extrême droite qui peut porter un projet politique pour le pays. Quand vous avez regardé l'émission d'hier, on parlait des générations à venir, c'est évidemment une jurisprudence qui date de 1974, c'est-à-dire d'une autre époque. Est-ce que vous ne considérez pas, sans qu'on rentre dans les propos partisans, à savoir il fallait 3 débats plutôt qu'un, etc., que quand même tout ce système doit être changé, et au plan de l'arbitrage, par exemple ce qui n'existe pas aux États-Unis, et même sur le nombre de débats, parce que finalement ça a duré 2h30, et la politique étrangère est totalement passée à l'as, la santé, on n'en a pas parlé, le logement inexistant. Donc est-ce qu'il ne faut pas, dans la réflexion que vous pouvez mener, revoir tout ça? Bien sûr. Je pense que vous avez totalement raison. Il nous faudra faire vraiment un travail d'examen à la fois très, très complet et un peu dépassionné entre toutes les responsables politiques pour essayer d'acter un certain nombre de choses. Je pense que d'abord, la durée de temps d'égalité pure et parfaite de parole entre les différents candidats est trop longue. Je le dis, pardon, sans faire de langue de bois, on ne peut quand même pas mettre tout à fait sur le même pied d'égalité M. Cheminade et M. Hollande, ou bien encore Mme Arthaud et M. Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est pas tout à fait le même parcours et c'est surtout pas tout à fait la même représentativité. Bon. Et deuxième élément, vous avez totalement raison. Plutôt que d'avoir un énorme débat qui a duré pratiquement 3 heures et qui nous a contraints à survoler les sujets, j'aurais bien sûr préféré, comme beaucoup d'autres, que François Hollande accepte 2 ou 3 débats qui permettaient de mieux intégrer la dimension internationale qui est majeure, sur laquelle on sait que François Hollande est très très incomplet, mais aussi les questions de sécurité dont on n'a pas suffisamment parlé, et les questions économiques. 3 débats eurent été sans doute bien plus utiles pour éclairer les Français. Donc ce débat n'a rien changé.
Ah bah pourquoi vous dites ça? Quand vous avez 2 heures et demie de télévision avec une très grande audience, c'est évident que ça change les choses. Et mon intuition est que cela contribuera aussi à encourager les Français, majoritairement, à élire Nicolas Sarkozy. Merci Mickaël, merci Jean-François Copé. Merci Bonne à vous. journée à vous, évidemment. Des meetings prévus donc à Bordeaux. Dans un instant, le rappel des titres et puis bien évidemment la revue de presse ô combien importante de Renaud Blanc.